peut y avoir simplement un petit groupe d'individus ici qui décident de mettre l'épaule à la roue. Ça va nous aider énormément, on va pouvoir partir de la prochaine. Alors, on peut être d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. Je pense que pour orienter le débat vers des pistes d'action, il s'en dégage 4. La première, c'est que je pense qu'il faut s'opposer au PPP. Systématiquement qu'on peut s'opposer au PPP, et c'est peut-être un aspect de la bataille qui a été mis sous le boisseau, ou qui n'a pas été assez mis de l'avant. Deuxièmement, c'est certain que ça prend un seul CHU de Montréal, et il doit être français. Et troisièmement, le projet du CHU au centre-ville, c'est une aberration totale. Et pour une fois, une rare fois, je suis d'accord avec deux journalistes de GESCA, c'est-à-dire Lisiane Gagnon et Alain Dubuc, qui les deux ont dénoncé l'aberration du CHU au centre-ville. Et les deux ont dit qu'il fallait développer le site de tout le monde. Et d'ailleurs, c'était l'opinion de Paul Desmarais, et c'était l'opinion de Pauline Marois également. Donc, pourquoi le CHU au centre-ville est une aberration? Premièrement, on fait fi du patrimoine et de l'urbanisme élémentaire. Au coin de Vigée et Saint-Denis, il y a une église qui date des années 1850, une néo-gothique, qui est un lieu de patrimoine. Dans les projets, on va tout raser ça. Et il y a toutes les façades qui font la transition entre le Vieux-Montréal et le quartier latin, qui datent du 19e siècle. On va tout raser ça. Alors, c'est une aberration. On détruit, on se déconstruit nous-mêmes notre patrimoine pour essayer de mettre dans un petit site le maximum de chambres qu'on peut mettre sur ce terrain-là. Et c'est la raison pour laquelle on doit ratisser ce projet-là. On est passé de 1000 à 700 lits. Parce que physiquement, on ne peut pas. Le site est trop petit. Alors, je vous invite à visiter le site de la cour de triage d'Outremont. De l'avenue du Parc jusqu'au viaduc de Rockland, il y a à peu près 1 kilomètre de longueur. Et c'est un site en triangle, et c'est assez considérable. Il peut y avoir énormément de développement là. Et c'est un développement qui peut se faire avec des institutions publiques, qui ne doit pas se faire en PPP. Et l'argument des voies ferrées. Les voies ferrées peuvent être mis juste en dessous du sol et on élimine le problème des voies ferrées. Et alors, je pense qu'il faut absolument stopper à court terme, faire dérailler le projet du CHU au centre-ville. Et même s'il y a eu une coalition d'organismes communautaires de ce quartier-là qui ont appuyé ce projet-là, ils se sont fait duper et avec les spéculations immobilières qu'il y a actuellement, ils vont se faire expulser de leur logement parce qu'ils ne pourront plus payer leur loyer dans un quartier où ils vivent actuellement. Ensuite de ça, le dernier volet, c'est décentraliser les investissements en santé dans les régions du Québec. Et ça, c'est essentiel. Voilà. Alors, Docteur Gadget, je voudrais simplement mentionner que avant d'envisager le site Outremont, rappelons-nous que M. Belland avait été commissionné au début des années 2000 par le gouvernement du Parti québécois pour évaluer différentes possibilités. M. Belland, Claude Belland. Et ce travail-là avait été relativement bien fait et M. Belland en était arrivé à la conclusion que le meilleur emplacement, c'est le 6000 Saint-Denis, qui n'est pas très loin d'ailleurs de la cour de triage Outremont. Ça a simplement le défaut pour certains milieux d'affaires d'être un peu trop à l'est. Et trop proche du quartier populaire. Parce qu'à tout point de vue, il présente des avantages, il y a moins de contamination, il y a moins de, disons, moins de proximité, ça longe moins, il y a juste une partie de sa partie sud qui jouxte le passage du train, et en plus c'est directement en face d'un métro. Sur plusieurs plans, c'est un site qui présentait des avantages majeurs. Mais je comprends l'idée que effectivement on pourrait, pour être plus rassembleur et pouvoir dans cette perspective-là convaincre également les médecins qui sont très inquiets de la période de transition, parce que pendant toute la période où ils vont construire un nouveau bâtiment
Ensuite, pour rénover le site du CHU de centre-ville, il faut déménager les patients. Et pendant toute cette période-là, ça veut dire que c'est dans un foutoir incroyable. Ils vont devoir travailler pendant plusieurs mois, sinon quelques années. Oui. Je voulais juste mentionner que les dernières rumeurs qui ont été retirées, qui vont maintenant raser Saint-Luc complètement parce que la rénovation, apparemment, il y a des petites surprises dans l'ancien édifice, puis ça ne convient pas. Et je trouve aussi que le débat sur les sites est intéressant, mais est un peu accessoire. Oui. Donc, on ne devrait pas se perdre à débattre. Le site serait le meilleur. Le débat sur les deux n'a pas été ça. Bon, je pense qu'il y a un aspect qui va vous présenter Louis Lapointe. Alors moi, j'ai travaillé dans les fondations universitaires une vingtaine d'années. Et tout l'aspect fondation universitaire et fondation hospitalière, c'est un phénomène qui a débuté dans les années 80. Lorsque les libéraux ont pris le pouvoir dans la deuxième partie des années 80. Et ont décidé de faire en sorte de diminuer le financement des universités et demander aux universités d'avoir leur propre fondation, en prenant modèle sur McGill. Et quelques années plus tard, les hôpitaux ont fait le même mouvement. Moi, je me souviens avoir donné une conférence aux secrétaires généraux du réseau de l'Université du Québec, leur expliquant comment on partait une fondation. Parce que je n'ai parti une, j'ai participé à une campagne de levée de fonds de l'activité musicale. À l'époque, on faisait un chef on a levé 5 millions. Alors que ce qui est quand même un montant phénoménal. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde des fondations, McGill à l'époque, il n'avait pas encore parti une levée de fonds. On est en 1985. Et il y avait déjà 75 millions dans leur coffre. Alors moi, quand Rémi Trudel m'est arrivé, il m'a dit, Louis, on va faire des programmes de subvention. On va faire des programmes aussi pour aller chercher des subventions auprès des différents organismes subventionnaires. On avait un programme qui s'appelait programme bras de levier. Le programme bras de levier, c'est qu'on va chercher, on lève un montant d'argent et ça nous permet de faire les travaux préparatoires pour aller chercher une plus grosse fondation. C'est ça qui s'est passé dans le cas du FCI. Si le FCI a donné la subvention de 100 millions plus la participation de 50 millions du fédéral, 50 millions du provincial et l'autre 50 millions qui vient du milieu, c'est parce qu'il avait préparé le terrain et puis s'il était si bien géré, ben c'est pas parce qu'il était bien géré, c'est parce qu'il y avait des gens d'affaires qui depuis des années, des centaines d'années, mettent la main dans leur poche et puis disent voici, on va avoir un centre de santé pour nous, les Anglais à Montréal, qui va faire notre affaire, là 200 millions. Et puis c'est comme ça que ça se lève l'argent du côté des Anglais. Ils ont déjà l'argent, ils ont 200 millions, ils l'avaient déjà. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est le colonialisme ici. J'ai écrit un article là-dessus. Oui. Et puis, c'est l'exemple du docteur Bellini. Le docteur Bellini, lui, il est à l'IAF. Claude Ryan décide que l'IAF doit être scindé, et puis on forme Biochem Pharma. On vend Biochem Pharma, et puis on met des actions en vente libre sur le marché. Le lendemain qu'on les avait mis en vente libre, il avait été multiplié par 10. Parmi les acheteurs de ces actions-là, il y avait le docteur Bellini. Le docteur Bellini, il a fait rouler Biochem Pharma pendant une quinzaine d'années. Et puis il a vendu ça à Shire. Puis pour vous montrer ce que c'est, tout son argent, il a tout fait ça avec l'IAF, avec le fonds de commerce, avec la recherche qu'on avait fait. Il a pris 10 millions, puis il a fait construire un building à l'Université McGill. Et puis il a pris le prix de consolation, 1 million, puis il l'a donné à l'UQAM. C'est ça, le colonialisme. C'est que nous autres, ils nous donnent toujours un peu d'argent. Puis pour ajouter au colonialisme, Jessica l'a nommé personnalité de la semaine pour le 10 millions qu'il a donné à McGill. Ils ont mis sa photo dans la presse le dimanche. Fait que moi, ce que je veux là, c'est des images. Ce que je vous explique, c'est que le phénomène des fondations est extrêmement préoccupant. Parce que ça ne fait pas partie des fonds consolidés, ni des universités, ni des hôpitaux. C'est quand on finance les hôpitaux et les universités au Québec, on ne tient pas compte du financement privé. Et c'est des sommes énormes, surtout du côté des anglophones. Parce que dites-vous bien, McGill, les gens qui donnent à ça, c'est les plus riches au Canada, mais pas juste au Canada, parce que McGill est considéré dans les 10 universités les mieux cotées en Amérique.
pour envoyer leurs enfants, surtout que ça coûte pas cher. Fait qu'il y a aussi de l'argent qui vient des États-Unis, il y a de l'argent qui vient de partout dans le monde. Et puis, tout à l'heure, quand Robert disait qu'eux, ils sont à part, c'est ça quand Mme Bloom dit qu'ils sont à part, c'est parce qu'eux autres, ils comptent sur de l'argent que nous, on ne peut pas avoir. Par ailleurs, avec le peu de moyens qu'on a, ce qu'on a réussi à faire à l'Université de Montréal, à Sainte-Justine, au Centre hospitalier Université de Montréal, dans le domaine de la recherche, dans toutes sortes de domaines, avec le peu qu'on a, c'est relativement extraordinaire. Alors, je vous laisse juste imaginer, si on tenait compte dans le financement, juste demander au gouvernement du Québec de tenir compte du financement privé, des fondations, si on tenait compte juste de ça, puis qu'on faisait un vrai financement équilibré entre tout le monde, dans tous les hôpitaux, dans toutes les universités, moi, je vous garantis qu'on ferait beaucoup plus. Ça serait le début. Ça serait commencer par avoir un portrait réel, une vraie reddition de compte, pas juste des fonds publics, mais des fonds privés occultes qui sont là et qu'on ne voit pas. On a ramassé 160 millions. L'argent privé à l'Église est incroyablement élevé. Et j'ai pas rien à dire. Oui. Philippe Côté, je suis administrateur du CHU. J'ai été élu par la population de l'île de Montréal, surtout celle de Centre-Sud, à l'élection d'automne 2006. Moi, je suis impliqué parce que c'est un projet de journalisme et je considère qu'actuellement, le Mouvement du Québec annonce pour plusieurs dizaines de milliards de fonds publics à Montréal. Et c'est dans l'équilibre des budgets. Donc, je sais qu'on brasse des milliards pour la santé, mais si je vois ce que Québec annonce, il annonce pour le réseau autoroutier au cœur de Montréal les mêmes montants qu'on a de la difficulté à trouver pour la construction des hôpitaux universitaires. Alors, si je fais le bilan un peu rapide, les annonces officielles, c'est 3 milliards juste pour le chantier Turcot, Ville-Marie dans l'Est. Et on dit que c'est le même montant pour 2 centres hospitaliers. On trouve difficilement le montant dans les fonds publics. Et la reconstruction du réseau autoroutier, évidemment, est en fonds propres et il ne sera pas en PPP, donc on ne mettra pas de payage pour accéder à l'autosolo au centre-ville de Montréal. Et devant ça, on peut se dire que le béton, c'est vraiment la matière grise qu'on recherche de savoir. Et dans cette annonce-là, je m'étonne aussi, c'est là aussi, quand on parle que le projet du MOC avance, c'est quand même, en réalité, c'est qu'il ne va pas à court terme à Glen, il se reconstruit sur la montagne, associé avec son université qui est McGill. Donc, 80% des lits vont être dans les hôpitaux reconstruits, dont justement l'hôpital général est en fonds publics d'ailleurs, d'agrandissement. Et la Cour Glen est un peu comme gérer un leurre, comme quoi ça va se réaliser. Puis c'est dans le projet, évidemment, que ce sera surtout les hôpitaux pour enfants qui vont y accéder, le Schreier et l'hôpital pour enfants. Alors donc, je peux comprendre que c'est ça à court terme et que c'est comme Sainte-Justine aussi qui est agrandi en fonds publics. Donc, sous l'annonce qu'il y a des milliards qui se brassent, en réalité, on est plus dans les petits budgets simples. Et par conséquent, je me dis que comment dire ça, c'est qu'en même temps on se retrouve justement avec, j'aurais à gérer du simple. Si je regarde comme au CHUM, c'est des nouvelles sections qui sont, bon, par exemple pour la radiologie ou la cancérologie, bon, c'est des choses, c'est des budgets de 9 millions d'investis dans des unités toutes neuves, des 15 millions là. Donc, en réalité, sous les apparences, c'est qu'on va tout détruire incessamment pour reconstruire à neuf. Là, il y a le fantasme qu'on fait du tabula rasa. Et c'était, je pense, quand même l'opinion du Dr Lazur qui disait pourquoi ces deux projets de méga, quand il disait que dans ce qu'on doit détruire, il y a des bâtiments qui ont été faits il y a à peine 15-20 ans. Et donc, à ce moment-là, c'est donc, je me dis, c'est ça, il y a des annonces de grands réaménagements. Mais en même temps, ça se joue à la petite pièce et je finirai avec un petit exemple pour rester dans le béton et la matière grise par excellence. On annonce justement à la Cour Glen l'arrivée d'un campus de stature internationale et tout. Bien, normalement, l'autoroute des Caries, on aurait dû la daller parce que justement, à 85 décibels qui sort du trou, plus la pollution,
Ben alors, ce que fait le MTQ, c'est de faire un petit mur anti-bruit avec des végétaux et on fait une nouvelle sortie autoroutière qui sort dans les rues résidentielles du quartier. Alors, ça a coûté 30 millions. C'est l'effort du MTQ pour dire que le MOC va à la Courbienne. Mais normalement, ça aurait dû Ondal et on fait ça bien. Et sauf que là, il faut payer. Et c'est la même chose justement pour, je veux dire, dans le sens de l'arrivée du CHUM au centre-ville. Ça coûte de l'argent. Paul-André Desbiens. Nonobstant ce que je vais dire, il faut être sûr d'une chose, c'est que les deux CHU, c'est bien clair dans ma tête que c'est une aberration. J'ai entendu dire qu'il n'est pas trop tard. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. Il n'est pas trop tard parce qu'il faudrait que ce soit une volonté populaire qui se manifeste et qui finalement exhorte le gouvernement en place de changer ses plans. Mais pour avoir un minimum de succès, il faut quand même qu'un mouvement populaire ait des alliances stratégiques avec les sphères politiques. Et là, on est couillonné. On est couillonné parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Québec, mais on a le don de se mettre les pieds dans l'arbre, puis de se tirer dans le pied, puis de poigner le cul, puis ça n'a pas d'allure. Parce que Charest d'un bar, il s'en va avec ses PPP, puis des raisons bien invoquées, et puis là, on est rendu qu'on parle de vouloir démolir l'hôpital Saint-Luc, ce qui m'apparaît complètement une aberration. J'ai jamais pensé pouvoir faire du recyclage d'édifices. Puis encore là, faudrait-il savoir si vraiment c'est l'emplacement, mais on ne va pas s'ostiner sur l'emplacement, on a dit ça. Puis, mais tu sais, on peut se poser la question, là, pourquoi détruire et non pas recycler? Mais Charest s'en va avec les PPP, les pleins pouvoirs au patron. Puis de l'autre côté, on a notre bande de très bons nationalistes, pseudo-indépendantistes, souverainistes à la gomme ballon, qui sont les initiateurs du projet de deux CHUM avec M. Parizeau en tête. Puis Parizeau, là, ça doit être mon âme, là, mais Parizeau, ça fait 2 fois qu'il chie sur le bailli. Pas compliqué. Il a chié sur le bailli par rapport au fait qu'on ne s'est pas tenu debout pour dire on fait un CHUM, on va intégrer les anglophones dans un CHUM. C'est ça. Puis on va développer un CHUM, puis on va favoriser l'essor du fait français scientifique. Ça, c'est le cas le plus récent. Et M. Parizeau est aussi responsable, d'un autre chieur de mouche qui s'appelle le collège Gérald Godin, qui a été implanté à Pierrefonds. On voulait avoir un collège francophone dans l'Ouest. Moi, j'ai connu un individu du nom d'André Lamotte qui voulait faire en sorte que le collège soit implanté dans le bout de Beacon Street. Hein? Parce que ça aurait été de mettre un engrenage dans le milieu, un grain de sable dans le milieu anglophone, puis dire vous êtes pris avec le fait français, puis c'est là que ça va se passer. Mais Pierrefonds, c'est plus proche d'une certaine Castafiore puis son immeuble. Fait que c'est rendu là. Fait que là, on est dans, excusez l'expression, mais les Chinois disent on est dans un catch-22. D'un bord, on est poigné avec Charest qui va de la galère, la population appuie Charest, il ne fait rien. Puis les PPP, puis tout l'argent s'en va par là. Puis de l'autre côté, on est parti qui n'a pas assez de couilles. Fait que là, il faut qu'on se trouve un allié. Il faut qu'on trouve un partenaire politique qui va essayer de rallier la population. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? C'est peut-être pas trop tard parce que la problème est toujours bien plate. Il n'y a pas un coup planté. Mais ils s'en vont en appel d'offres très prochainement. Question d'un mois. Alors, moi, je suis un petit peu découragé de voir toujours le style dans lequel on est. Puis si c'était juste de moi, j'en écraserais une coupe. Mais je ne peux pas, je vais aller au plus profond de ma pensée, parce que la place est peut-être buggée, puis les gros rats du Canada vont dire c'est encore PA, puis c'est neuf le pompon. Puis en plus! Mais c'est bon. Alors,
comment peut-on être efficace dans un court laps de temps? Oui, ça prend une volonté populaire, mais il y a un dossier qui est probablement quasiment aussi épais que la bâtisse ici. Puis là, on veut que monsieur, madame, tout le monde s'y retrouve pour pouvoir, pas être avec nous autres en arrière, mais tout le monde sur une grande ligne. Hein, parce que moi, j'aime mieux quand on travaille côte à côte que derrière. Tu sais, c'est comme, avançons les braves, reculons les gars. J'aime autant qu'on fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous dis, là, des fois, je pense à l'ortie. Je parle de ma plante, tu sais. J'aimerais ça qu'on... On pourrait répondre par une boutade que faisait l'historien Maurice Séguin. Il répétait souvent dans ses cours, ou plutôt à la pause, l'indépendance est nécessaire, mais impossible. Les Anglais sont nos maîtres. Dans les faits, vous avez raison d'attirer l'attention sur l'immense confusion qui entoure le dossier. Il y a une confusion qui est entretenue, cultivée, parce que ces choses-là se font mieux derrière les portes closes et derrière des écrans fumés. Il y a une autre confusion qui, elle, est entretenue par la poussière que soulève l'affrontement des intérêts. Les intérêts corporatistes, les divers corps, les diverses parties prenantes à ces projets-là, que ce soit le capital, les firmes ingénieries, les intérêts politiques, etc. Mais, quelle que soit cette confusion-là, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard parce que rien n'est encore engagé d'une manière irréversible. Rien. Et il faudrait peut-être rappeler au gouvernement Charest que, et c'est un exemple régional, qu'on peut reculer quand, à un moment donné, il apparaît plus sage d'assumer sa perte que de creuser son trou. Les libéraux ont fait campagne sur le dossier de la Gaspésia à Chandler. Ben, le dossier de la Gaspésia à Chandler, quand on considère la perte que l'ensemble des contribuables ont dû assumer, je vous assure que c'est pas grand-chose à comparer de cet abîme qu'on va ramasser, parce que c'est beaucoup de milliards. Oui, mais Charest court connaître les Anglais. Non, mais c'est parce que ce que vous décrivez, que ce soit avec les Anglais ou avec le grand capital ou qui s'appuiera, c'est une situation qui est une constante dans la vie politique. Il y a des intérêts, il y a des groupes dominants, et ils ne demanderaient pas mieux que de nous faire croire qu'ils sont invincibles. Ce n'est pas vrai. Ça peut capoter ces projets-là. On peut faire des règles. Cela étant dit, c'est vrai que pour construire un rapport de force suffisant, il va inévitablement falloir passer par les instruments politiques. Mais le premier instrument politique auquel les partis politiques sont sensibles, c'est la carte de bande et le chéquier. À un moment donné, il faut savoir placer le plancher, en delà duquel il n'y a pas de complicité possible. Ça rend les oreilles plus attentives actuellement. Dans les faits, nous pouvons créer cette mobilisation si, et seulement si, nous réussissons d'abord à nous constituer comme force grandissante. Et comme force grandissante, c'est possible d'être plus fort que ce que nous étions il y a 3 ans, quand nous avons commencé. Bon. Alors, est-ce que la victoire est assurée? Il faudrait être bien téméraire pour dire comme ça dans l'avenir, je n'en sais strictement rien. Ce que je sais par ailleurs, c'est que
nous allons nous déshonorer si nous ne la faisons pas. Oui. Et ce déshonneur sera plus grave de conséquences que la déprime que pourrait nous occasionner leur victoire. Alors, on va faire la bataille et nous allons réussir à nous constituer comme force. Et si ce n'est pas ce coup-là, ce sera la prochaine. Deux ou trois autres interventions. Claude Charbon. J'avais lâché dans l'ouest. Et puis, des fois, je prends le train. Je prends le train à l'endroit. Merveilleux, ce site-là. On va avoir rien qu'un site. Pourquoi je ne pense pas à la Courbienne pour nous? C'est merveilleux. C'est une station modale. Il y a un train qui passe là, mais c'est un train juste passager. Intermodal. Intermodal. Merci, madame. Le métro, il part de Laval, il se rend là, à Vendôme. Quel est le problème? Vous voulez avoir un hôpital? Vous cherchez le site? C'est le meilleur site. Ils l'ont pris, le meilleur site. On parlait de Québec méga français il y a quelques années. Là, on n'est plus capable. Le centre-ville ne nous appartient pas. Je suis allé chez mon fils hier, souper. Il est en face de cette immense tour qu'on fait pour Concordia, là, dans le centre-ville. C'est incroyable. On n'est plus là. Je me rappelle de Bourgault qui parlait du quartier français. Parce qu'on faisait l'apologie du quartier français, du PFM à l'époque, à magasiner au quartier français. Il disait, est-ce qu'il y a un quartier italien à Rome? Est-ce qu'il y a un quartier anglais à Londres? On ne se sent pas, on est colonisé jusqu'à la moelle, on ne s'en aperçoit pas. Il faudrait peut-être changer un peu. Pierre-Luc Bégin, l'organisation du Québécois. Nous, c'est beaucoup la bataille de l'information, pas seulement nous, c'est la bataille de l'Information nationale et plusieurs autres. Je pense que dans ce dossier-là, c'est d'abord la première bataille que l'on doit mener, parce que Paul André se posait la question, où peut-on aller chercher des alliés, où peut-on regrouper pour mener cette bataille-là pour un seul chou français à Montréal, quand on expliquera aux Québécois des régions que leurs impôts vont servir à la croissance des institutions anglophones, pendant que les institutions francophones se meurent, particulièrement en région, justement. Les Québécois des régions pourront se mobiliser pour ce dossier-là. Non seulement les Québécois des régions, mais leurs élus régionaux aussi. Donc, du côté des élus régionaux, je suis persuadé qu'il y a des alliés à aller chercher là. Il faut tout d'abord informer les gens. Puis bon, il y a le devoir qui fait un certain travail dans ce dossier-là, mais on ne se bernera pas sur la pénétration du devoir, hein, qui a quand même un lectorat limité. Au-delà de ça, les médias indépendantistes, l'Action nationale des Québécois, on essaie de faire notre part, mais évidemment qu'on n'a pas une énorme pénétration dans le peuple. Puis, on ne comptera pas sur nos ennemis de Jessica et des autres médias fédéralistes, bien sûr. Donc, l'idée d'une tournée des régions qui a été soulevée, oui, ça demande d'organisation, ça demande des sous, mais merde, je pense qu'on est capable de faire ça. Puis c'est la première chose à faire. Informons les Québécois des régions quand ils vont savoir que leurs impôts servent à la croissance des institutions anglophones pour une minorité opulente qui a beaucoup plus d'institutions et d'équipements que ce que justifient ses droits historiques. Là, on va être capable de mobiliser les gens. Qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? Et amener les gens, justement, sur le terrain. Puis s'il faut que la mobilisation citoyenne aille jusqu'à ce qu'on occupe le terrain, on occupe le chantier, pour pas que ça se fasse, mais si on n'a pas ce minimum de fierté-là comme peuple, pour moi, c'est le début de la fin du Québec France. Donc, la bataille lorsque les Québécois seront informés, ils seront indignés. Lorsqu'ils seront indignés, nous pourrons nous mobiliser. Puis là, les bulldozers ne passeront pas. Je pense qu'on va se mettre ça. Quand on parle des régions, tout ça, je pense qu'on aurait quand même une petite carte à jouer. Bon, peut-être pas si importante que ça, mais on parle souvent de la compétition Québec-Montréal. Pour une fois, qu'elle peut peut-être nous servir à autre chose que parler de la radio poubelle. À Québec, il me semble que si on commence à leur expliquer que tout va à Montréal, il y a peut-être des alliés à aller chercher de ce côté-là aussi. Je voudrais juste
choses à mentionner par rapport à ce que les gens disent dans la salle. Il faut s'inspirer aussi du dossier du Surroi. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes politiques qui étaient prêts à gager là-dessus puis à mettre comment je peux dire ça, mettre le doigt dans l'engrenage. Deuxième chose, on disait que c'était trop tard parce que c'était déjà, les devis étaient déjà, le projet était déjà lancé là, au niveau de la construction. Alors c'est les religieuses du coin dans ce coin-là qui avaient arrêté le projet, je me souviens. Mais ça, qu'il y avait une mobilisation extraordinaire, puis il faut s'inspirer. C'est une large coalition qui n'était pas politicienne, il n'y avait pas beaucoup de politiciens là-dedans, c'était des écologistes, d'accord, là. Mais vraiment, ça a été mené de main de maître, et je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à avoir ce succès-là, tu sais. Mais le Surroi comparé au dossier McGill, tu sais, je comprends que c'est dangereux pour les petits oiseaux, puis tout ce que tu veux, mais là, qu'on prenne le projet McGill dans n'importe quel sens, là, je veux dire qu'on soit socialiste, ou même les hommes d'affaires, tout ce que tu veux, il y a une injustice flagrante à tous les niveaux. C'est pas juste la lutte nationale, c'est la lutte sociale. Puis aussi, il faut faire attention quand on parle des régions. Montréal, de l'Est, il faut considérer ça comme une région. Parce que quand on a fermé Bellechasse, quand on a fermé Saint-Michel, ça devait être la révolution ambulatoire qui allait régler tous les problèmes, puis on va transformer ça en centre de soins de longue durée. Mais depuis ce temps-là, Maisonneuve-Rosemont, l'urgence, je veux dire, elle n'en peut plus, elle explose à toutes les saisons où c'est difficile. Puis il n'y a aucun projet d'envergure qui est prévu pour l'Est, là, on pourrait dire, pour soulager la pression du milieu hospitalier dans l'Est. Puis l'hôpital le plus proche après, ben, c'est Repentigny, c'est l'Assomption. Alors ça, donc, l'Est de Montréal, on lui a enlevé 2 hôpitaux, puis on dit serrez-vous la ceinture, puis là, il faut diriger sur la santé constamment. Puis là, ben, on dit, ben là, on va investir tant de milliards dans des projets de l'Ouest de Montréal. Alors ça, c'en est un exemple qui fait que, dans le fond, c'est tout le Québec en entier là, qui est concerné par ça. C'est pas juste les régions, mais... En tout cas, mais c'est sûr qu'il y a une injustice qui est fondamentale. Je pense qu'on peut aller chercher plein de gens, même les moins politisés, sur cette question-là. Si on prend cette bataille-là, préparez-vous, attachez-vous les trucs, comme on dit, parce que ce n'est pas comme le Surroi. C'est chaque fois qu'il y a une question, c'est plus gros que la loi 101, parce qu'on touche à des institutions qui font partie de la structure même du Canada, la raison d'être, c'est cette minorité sur laquelle le Canada contrôle le Québec, avec laquelle. Donc, il faut vraiment articuler la question, un peu comme Robert le fait, mais je dirais, sur toute son ampleur, qu'est-ce que ça touche? Il ne faut pas qu'on tombe dans la simplicité de cette chose-là. Il faut qu'on montre à quel point Robert était venu à mon émission de radio et expliquer l'origine du FCI, de la Fondation canadienne de l'innovation. C'est une façon de contourner la responsabilité politique je veux dire, on ne vote pas, on ne peut pas congédier les gens qui dirigent cette fondation-là. C'est une façon de contourner les compétences québécoises. Alors, il faut placer cette bataille-là dans une vraie perspective nationale. Sinon, on va retomber dans le débat sur les sites, on va prêter flanc. Et je vous dis, la Gazette va vous trouver demain. Chaque fois qu'il y a eu question de jumeler, par exemple, Sainte-Justine et Children's, la Gazette est partie en guerre. Et c'est pour ça qu'il y a le silence de l'élite politique. C'est pour ça qu'il y a le silence. Ils ont une peur bleue d'une campagne de la part des médias anglais du Québec et du Canada. Alors, attachons-nous les trucs, parce que c'est pas évident. Bonjour, mon nom est Daniel Fortin. Pour relier avec ce que Robert vient de dire, effectivement, je pense qu'à l'origine, peut-être que Patrick Sabourin ou Frédéric Lacroix pourraient peut-être confirmer, mais à l'origine, je pense qu'il était question de fusionner McGill et l'Université de Montréal pour faire un seul méga hôpital.
à l'origine en 97. Non, ça, c'est d'avant. Et- J'ai entendu. Ben, peut-être que Robin Non, sait, c'est mais au départ, il y avait un seul projet, c'était celui de McGill. Mais après ça, il était question de fusionner. Non, de partager des super partager. spécialités. Oui, de partage. Et c'est McGill qui a refusé de collaborer avec l'Université de Montréal. C'est ça qu'il faut dire aussi. Puis, oui, c'est ça. Et je pense que ça, c'est pire que... C'est plus gros que la loi 101, c'est sûr. C'est peut-être l'un des plus... C'est le plus grand combat, c'est la plus grande bataille qu'on va avoir à livrer depuis... Je sais pas peux ajouter, tous ceux qui sont battus du côté du Nord en 1995 se trouvent dans la campagne de financement de McGill. Toutes les personnes, ou dans Concordia, tous les gens qui ont fait comme le Brain Trust du comité pour le non sont dans ce groupe-là. Eux, ils voient que faire grandir les institutions anglaises à Montréal, c'est la façon de gagner. C'est l'usure qu'ils vont gagner. On ne reviendra pas avec un référendum, on ne reviendra pas avec un mouvement s'ils sont capables de prendre plus de place. Concordia, regardez le conseil d'administration qui est là-dedans. C'est des gens, c'est des Père Isella, Casper Bloom, vous les nommez, ils sont là. Donc, c'est une bataille de fond qu'on va mener là-dessus. Moi, je suis d'accord avec vous, mon nom, c'est Jacques. J'ai pas terminé, je D'accord. n'ai pas terminé. Oui, pour relancer Robert là-dessus, justement, il y a à peu près 3 semaines, même pas un mois, 3 semaines, le directeur général du CUSM de McGill, évidemment, Arthur T. Parker a été nommé par la gouverneure générale au Conseil privé du Canada. Donc, ce ne serait pas celui du CHUN qui serait... En tout cas, et je remercie aussi le docteur Kadir qui est venu représenter quand même le seul parti qui a accepté Québec solidaire. Merci. Bonjour, mon nom est Jacques Vallée. Moi, ce que je dirais, c'est qu'à court terme, la stratégie qu'on devrait adopter, c'est pas vraiment un combat ou une bataille entre deux adversaires anglais-français, mais ça devrait être justement une stratégie au niveau économique, la justification économique de ces deux projets. Et à ce moment-là, moi, ce que je dis, c'est qu'à court terme, tout ce qu'on pourrait dire pour éviter justement les débordements ou je ne sais pas, des critiques négatives de n'importe quels adversaires, c'est de dire que ces deux projets-là ne sont pas viables. Les deux, le CHUN et le CUSM. À court terme, ce n'est pas viable. Qu'est-ce qui serait viable? Ce serait de prendre le réseau existant, là où c'est possible de le faire des agrandissements dans les hôpitaux décentralisés. Parce que de toute façon, faire des hôpitaux à Montréal, qu'est-ce que ça engendre? Ça, c'est une centralisation des services. Puis le problème dans ça, c'est que ça manque aussi la congestion des autoroutes même, parce que les gens vont aussi converger au même endroit. Donc, c'est cet angle-là qu'il faut regarder si vous voulez éviter les critiques pour se faire accuser, par exemple, de pur et dur, des choses comme ça. Non, souvent, on se fait accuser de pur et dur, OK? Puis on n'est pas des purs et durs, on est des pragmatiques aussi. On regarde la situation, puis on dit, ben voilà, ça n'a pas de sens, d'accord? Puis le bon sens dans ça, c'est de dire, à court terme, pas besoin de deux méga hôpitaux, c'est de dire, il faut agrandir le réseau existant. Voilà, c'est ça le besoin. Puis comme ça, il n'y a personne qui va nous accuser, ben voici la bataille du siècle, la bataille du français et de l'anglais, parce que justement, dans la population, on ne sent pas ce sentiment chez les gens de nécessité de survivre, justement. On ne sent pas ça. On voit le PQ. Finalement, la question a été récupérée par le DQ, imaginez. Donc, il y a un vide qui s'est créé au niveau du PQ. Et ce vide-là, malheureusement, à court terme, on ne peut pas le combler. Ce vide-là a été créé par le départ de Parizeau, de Jacques Parizeau. Après ça, je m'excuse, mais les remplaçants, c'est des opportunistes. Qu'est-ce que j'ai vu au PQ? C'est des opportunistes, puis il n'y a personne qui va les remplacer à court terme. Alors, c'est ce que je vous dis. Alors, la meilleure stratégie à adopter, c'est aborder l'angle économique. Les deux méga hôpitaux, c'est inutile. Voilà. Je voudrais renchérir sur ce que vient de dire M. Dantier. Jacques Vallée. Vallée. Je vais expliquer mon propos. À mon point de vue, la décision d'avoir deux méga-hôpitaux a une base chauvine. C'est-à-dire qu'il faut faire la démonstration que voilà là où réside le chauvinisme d'une petite communauté.
privilégié, qui veut absolument, sur la base d'ailleurs d'illustration, quand il y a eu à plusieurs reprises de la part du ministère devant le non-sens des démarches de fait, des demandes si vous voulez, de soubresauts de bon sens et de conscience de partager les surspécialités, c'est à chaque fois McGill qui l'a fait dérailler parce que justement, il y a là une perspective chauvine qui veut. Donc, à mon avis, justement parce que si on fait l'inverse, si on mène cette bataille-là, je ne dis pas que c'est l'intention, mais il y a une partie du discours que j'ai entendu tout à l'heure ce soir qui nous place dans une attitude qui semble, à première vue, la perception qui pourrait s'en dégager, c'est qu'on est nous-mêmes chauvins et que c'est par esprit revanchard, parce que le projet du CHU ne marche pas et que le projet du CUS marche. Et c'est là que je disais la question de l'emplacement, et vous avez raison, tout à fait secondaire, si c'est pris pour ce que c'est réellement. C'est-à-dire une question juste de meilleur emplacement, d'un certain devis architectural, urbain, technique, mais c'est devenu une question stratégique. Pourquoi? Parce qu'alors que du côté du McGill, ils semblent avoir fait leur idée et leur nid, et je suis heureux d'apprendre que dans le fond c'est une leurre, parce que la cour Glenn, c'est pour justifier si vous voulez, donner un lustre au projet qui est séduisant, mais dans le fond pour utiliser les fonds pour public, pour s'installer. Exact, pour s'installer là où ils sont, puis pour rénover, pour taper ce qui est déjà là. Enfin, c'est votre compréhension, ça demande d'être vérifié. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on adopte un point de vue clair, parce que une fois qu'on propose là, il faut un super hôpital ou un méga hôpital qui réunit les deux institutions, qui est un seul pour Montréal. Ensuite, on va le placer où? On va le placer à Westmount. On va le placer dans le cœur du NDG, où ça va être aussi... Parce que l'emplacement a une valeur symbolique. Pourquoi, dans un premier temps, pourquoi on a été capable de faire dérailler le projet du technopole de la santé à Outremont? C'est pas juste parce que c'était un technopole et c'était déconnecté des besoins des gens qui étaient un hôpital et des services de santé, mais c'est aussi parce que le nom Outremont y était rattaché. C'était pas vendable. Parce que, subjectivement, c'est devenu clair que ça ne correspond pas à une idée de service équitablement distribué sur le territoire. On déménageait tout un bassin de ressources pour le mettre à proximité des milieux des couches les plus aisées. Donc, je reviens sur l'idée que si on ne veut pas braquer tout ce que le fédéralisme et le Canada compte de stratèges et de ressources au service de cette communauté qui aussi utilise cet élément-là pour obtenir la main forte dont il a besoin, il faut adopter une position où on démontre que ce n'est pas sur une base uniquement linguistique qu'on fait la bataille. Et peut-être même de reléguer ça au second plan, c'est que ça ne tient pas la route. Montréal, le Québec, qui s'est choisi un certain vivre ensemble avec la loi 101, mais ça ne fait pas de sens sous cet angle-là, mais surtout parce que, pour les besoins démographiques, pour les besoins de la population, en termes de budget disponible, en termes de ce qu'on a besoin par ailleurs en santé, par ailleurs en besoin de services médicaux, mais on n'a surtout pas à dilapider 4 milliards de dollars sur 2 projets. L'Université Concordia puis McGill. Puis où, dans l'immeuble où j'habite, la plupart des allophones puis des anglophones ne parlent pas français. Puis on ne peut pas se faire servir en français. C'est tout en anglais. Dernière intervention. Je suis pas chanceux, aujourd'hui, c'est pas deux fois que je prends la parole, puis j'ai l'impression que je suis hors d'ordre. Ce soir, je suis content parce que c'est la première fois que je trouve qu'ici, qu'ils ont un débat vraiment corsé puis d'un haut niveau. Je vous regarde depuis tantôt dans l'arrière parce que je vois comme la table de Jésus avec ses apôtres. C'est l'image que j'ai. Mario, c'est qui Judas? Le médecin. C'est parce que depuis tantôt, je suis d'accord avec le débat. On parle beaucoup de béton et de béton.
Mais quand on a commencé la soirée, c'est là que je trouve que je suis hors d'ordre parce que je suis en train de ramener un débat au niveau initial, c'est qu'on a parlé des médecins qu'on finance puis qui s'en vont travailler au Canada anglais puis aux États-Unis. C'est bien beau tout le débat de ce soir, mais c'est qui va être dans les hôpitaux tantôt? Comment qu'on peut régler la problématique des médecins qui sont formés ici au Québec? Moi, je le véhicule depuis longtemps, mais ce soir, je trouve qu'il y a une belle table, puis Patrick Bourgeois, que je peux interpeller parce qu'il a son journal, qui est un homme aussi très engagé et très verbal. Je ne sais pas si tu peux... Non, j'étais pas parler. Non, mais on connaît tes interventions du passé. C'est parce que moi, j'ai une copine qui vient de l'île Maurice, puis je reviens avec Samia, Mario la connaît. À l'île Maurice, ils ont un problème similaire. C'est qu'eux, en plus, c'est qu'ils envoient les gens étudier à l'extérieur, des médecins. Puis le gouvernement a constaté que 82 ou 85% de ces gens-là ne reviennent pas à l'île Maurice pour y travailler. Pourtant, les contribuables de l'île Maurice, c'est eux autres qui ont payé leur étude. Ces gens-là préfèrent aller rester en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, où ils vont faire des gros revenus. Finalement, c'est à peu près la même chose qu'au Québec. Si les médecins quittent le Québec, c'est pour aller faire les plus gros revenus ailleurs. Donc, on est toujours dans la même dynamique. Je veux juste terminer sur l'île Maurice. C'est que le gouvernement, maintenant, il en a marre. Ils sont en train de légiférer pour faire en sorte que les gens, soit qu'ils reviennent à l'île Maurice, ou soit qu'ils remboursent la totalité de leur investissement. Puis moi, ce que je propose, puis je le dis, pendant qu'on était en grève, que les étudiants de l'UQAM, ils venaient puis qui intervenaient, je disais, écoute, c'est-tu normal, comme ici au Québec, qu'on paye les médecins, parce que c'est une faculté qui coûte très cher former un médecin, que ces gens-là s'en vont par la suite? Est-ce que c'est ça, en tant qu'étudiant et étudiante, qu'on est en train de défendre, comme la gratuité scolaire et ainsi de suite? Je pense qu'il faut aussi que ces gens-là soient aussi responsables. On paye, il faudrait qu'on légifère pour faire en sorte que ces gens-là, soit qu'ils restent, ou soit qu'ils nous remboursent, mais non pas au prix québécois, parce qu'ils sont québécois, mais au prix le vrai prix. Ce qui veut dire, à McGill ou à l'UQAM, ou que ce soit n'importe où ailleurs, quand un médecin vient étudier ici à l'étranger, il paye la totale. Okay? Un étudiant étranger, présentement, je crois qu'à McGill, à l'UQAM, paye environ 5 à 6 000 $ pour une session, puis là, je ne parle pas de médecine. Tandis que nous, on en paye à peu près 1 300 ou 1 500 pour 5 cours. Il y a une méchante différence. Donc, si ces médecins-là, moi, ce que je voudrais, c'est de nous au Québec, que si tu t'en vas, OK, mais tu nous rembourses la totalité, mais au même titre qu'un immigrant ou un étudiant étranger, quand il vient étudier ici, il paye. C'est ça le vrai prix. Puis je voudrais que ces gens-là soient aussi, qu'ils nous remboursent pour ce montant-là, s'ils veulent aller faire des prix de fortune. Puis encore, juste terminer, j'espère que ce soir, il va y avoir soit un comité ou quelque chose pour continuer, parce que c'est bien beau d'en parler, d'avoir des idées. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose sur la table avant de partir d'ici ce soir. J'aimerais juste mentionner que les frais des étudiants internationaux viennent d'être déréglementés par le gouvernement Charest. Donc, les étudiants en médecine qui viennent de l'international, qui paient le plein prix. Et ça va amener de l'argent surtout à McGill. De deux, McGill a formé à près 25% des médecins canadiens qui pratiquent aux États-Unis, peut-être le quart. Donc, l'exode des médecins au Québec est essentiel. Il est linguistique à la base. L'exode des médecins formés à l'Université Laval est négligeable. L'exode des médecins formés à l'Université de Montréal est négligeable. Presque la totalité de l'exode des médecins vient de McGill. Si on ferme McGill et on ouvre une faculté à l'UQAM, la pénurie de médecins est réglée au Québec. Solution simple. Donc, on remercie tous nos invités de s'être déplacés pour débattre de cette situation-là. Merci à vous. C'est sûr qu'il va y avoir des actions très prochainement. On a dégagé des pistes d'action. Il y a plusieurs, ça peut être aussi différents groupes. L'axe linguistique, ça peut être le mouvement Montréal français. La coalition Un seul mégoche peut peut-être mettre l'emphase plus sur l'argument économique, l'argument des régions. Il y a l'argument aussi purement médical sur le fait qu'on a besoin de soins de la première ligne, qui pourrait peut-être être assumé éventuellement par une coalition des médecins pour un seul ligne. Il y a quand même plusieurs médecins qui sont produits. Donc, on vous remercie. Et je suis sûr que si tout le monde met du sien, soyez sûrs, ceux qui veulent donner un coup de main,
que vous nous avez laissé votre nom, qu'on puisse vous recontacter. C'est sûr qu'il va y avoir des efforts de multiples niveaux, que ce soit des relations publiques, des contacts. Je pense que ça va prendre un appui du mouvement syndical. On n'a pas beaucoup de railler là-dessus, mais on va y aller. On pourrait mettre la vidéo sur YouTube. Oui. Ben, je mets sur Google. On est public, même s'ils mettent des micros, on n'a rien à cacher. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.